Mais on va pas se leurrer. Si ça continue comme ça, il y a une partie des éditeurs qui vont fermer boutique, hein. C'est un peu, c'est malheureux. Et donc à partir de là, il va falloir que les éditeurs de contenu réussissent à répondre à des choses ultra personnalisées, sûrement de niche. Je pense que le principal truc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est Navboost, qui est relié au clic, hein. C'est vraiment, il y a un vrai gain au trafic et le trafic devient de plus en plus important dans une stratégie SEO maintenant. Bonjour à tous et merci de suivre ce nouvel épisode de Click. Avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot sur Linkaway, la boîte que j'ai cofondée. Il y a quelques années, je recevais régulièrement des demandes de marques intéressées pour bosser avec mes sites. Sauf qu'une fois sur deux, elles n'avaient pas le programme d'affiliation. Résultat, on en parlait, on se disait que ça pouvait être cool, et puis rien. Trop compliqué, pas de système de paiement, l'opportunité partait en fumée. C'est exactement pour ça que j'ai créé Linkaway. Je voulais pouvoir leur proposer un partenariat simple, au clic, sans avoir besoin de passer par une régie, une plateforme ou un contrat de 12 pages. Aujourd'hui, avec Linkaway, je définis un prix par clic, je crée un lien et tout est généré automatiquement. Le suivi, la facturation, les paiements. Zéro friction, zéro perte de temps. Des médias comme Le Point, Démotivateur ou Topito utilisent déjà Linkaway pour monétiser leur trafic plus efficacement. Ce qui avant relevait du casse-tête est devenu un réflexe. Une marque vous contacte, vous lui proposez une campagne au CPC, elle signe en ligne et les paiements se font automatiquement. Et surtout, ça marche. Vous êtes payé pour chaque clic, même si la marque n'a aucun programme en place. Prenez rendez-vous grâce au lien en description et je vous fais une démo rapide. Hmm. Salut Guillaume, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super. Merci de rejoindre cet épisode de Click. Avec plaisir. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah alors, je suis Guillaume, donc Guillaume Perronnet. Actuellement, je suis Chief Product Officer, donc chef produit hein, en français, Ouais. faisons simple, chez Urtez Guru Babar. Ok. Donc, outils Urtez Guru et Babar.tech pour ceux qui voudraient chercher des pointeurs. Ok. Et c'était quoi tes expériences avant Your Test Guru du coup? Bah, avant Urtez Guru, en fait, j'ai toujours travaillé à mon compte ou Ouais. alors associé à des gens vraiment proches de moi. On travaille pas mal en famille. J'ai l'habitude de travailler avec mon frère Sylvain et aussi avec ma sœur Lucie. Ok. Donc il y a pas mal de choses. On a une boîte en commun. Dans Babar, on est aussi tous les trois. Il n'y a pas que nous, mais il y a aussi tous les trois. Et puis avant, tout a commencé. J'avais un site internet qui s'appelait crinen.com au tout début. C'est ce que j'avais En vu, ouais. gros, en 99. Voilà. En 99, j'ai lancé ce site. C'était un site de critique culturelle. Donc j'étais au lycée, donc c'était aussi beaucoup par passion. Et surtout au début, Internet, voilà. Mais c'est là où j'ai commencé à faire de la monétisation et tout, parce qu'on était sollicité pour mettre de la pub chez nous. C'était assez amusant. C'est une drôle d'époque parce que, par exemple, à l'époque, donc Bing, qui s'appelait MSN Search, demandait à des sites web de mettre un formulaire de recherche pour faire connaître leur site. Et Ok. donc, c'était une autre époque, quoi. Ok. Le site est toujours live aujourd'hui? Le site est toujours live et c'est un site, comme on dit, 2.0. Donc, il y a des gens qui participent dessus. Voilà, c'est c'est un peu en roue libre, mais il est toujours là. 25 ans après, il est toujours là. Ok. Je suis tombé sur un article sur ton site du coup, et c'est un peu le sujet de cet épisode, où tu expliquais que finalement le SEO depuis l'apparition de ChatGPT, des LLM de manière générale, et en plus avec l'accentuation de la présence sur les réseaux sociaux, le SEO perdait un peu de sa substance et qu'il y avait beaucoup d'influenceurs dans le domaine qui avaient plus forcément de l'information de première main. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet article que tu as écrit et pourquoi tu l'as écrit? Oui, donc c'est un article que j'ai publié sur YTG Central. Euh, En fait, un jour, genre, en consultant LinkedIn, il y a un truc. Ça faisait longtemps que j'étais un peu frappé par un peu tout ce qui était partagé dans divers domaines. Je me disais, ah, quand même, des fois c'est un peu du réchauffé, des fois les choses partagées sont un peu inexactes. Bon, tout le monde n'est pas expert. Euh, voilà, c'était un petit peu, j'avais un peu ce regard-là, mais j'ai laissé un peu couler, c'est pas grave, c'était pas pour moi, et puis voilà, et je passais. Et puis un jour, j'ai commencé à voir apparaître des choses qui parlaient de SEO, donc là, étant plus dans ce domaine-là, je me disais, ah, quand même, c'est un peu exagéré, parce que c'était même des contre-vérités qu'on voyait apparaître. Mais encore une fois, moi, je suis pas là pour le conflit, chacun son truc, voilà. Il y a ça qui est publié, juste, ça m'intéressait pas. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à voir des gens que je connaissais, des professionnels que je connaissais,
qui partageaient des choses qui étaient fausses, alors que je savais que 1, 2, 3 ans plus tôt, on avait discuté de ce genre de sujet. Ils avaient une position qui était bien plus vraie. En fait, ils avaient une meilleure opinion à l'époque. Donc, je me suis dit, ah, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Et ce que j'ai, on va dire, mis en commun comme facteur, c'est le fait qu'il y a l'IA qui est passée par là et que bah, tous ces professionnels avaient besoin d'avoir de la présence sur LinkedIn et avaient commencé à publier un petit peu, on va dire, sans trop réfléchir, en générant avec l'IA, en fait. Donc, ils se mettaient à propager des choses fausses et en même temps, eux-mêmes étaient exposés à des choses fausses et donc des choses qui étaient acquises il y a 1 an plus tôt. Ils remettaient ça en question. Ils disaient, ah, quand même, j'ai vu pas mal de gens sur LinkedIn dire que, en fait, ce que je pensais était faux. Donc, je me pose pas de questions. En fait, je vais dire que maintenant c'est faux. Et donc, pour moi, ça, c'est un vrai problème parce que, bah, quand on est un professionnel et qu'on commence à perdre ses compétences, c'est quand même un peu dommage. Hmm. C'est quoi la plus grosse idée fausse que tu as vu tourner sur le domaine du SEO récemment? Oh, la plus grosse, c'est celle sur tout ce qui concerne les liens. Donc, faire des liens, est-ce que c'est bien ou pas en SEO? Tout le monde, un peu un marronnier qui revient. Est-ce qu'on peut se positionner sans faire de lien en SEO? Et donc, la réponse est oui, on peut, mais c'est ultra rare. Généralement, faire des liens, ça marche à tous les coups. Et donc, quand je voyais défiler les pros qui disaient ça ne marche pas, arrêtez d'en faire, c'était pas, il n'y avait pas du tout de nuance en fait. C'était ça tout le problème. Bah, c'est un problème parce que bah, je vois sur LinkedIn les jeunes qui arrivent dans le métier, ils sont exposés à ça, c'est un petit peu leur premier regard du SEO. Et en fait, ils ont une mauvaise approche. Par ailleurs, moi, je suis formateur et après, bah, j'en récupère certains en formation et bah, faut un peu tout déconstruire et c'est dommage parce que juste, ils auraient pu avoir une meilleure vision du métier et de ce qu'il faut Hmm. vraiment faire. Mais est-ce que ça part pas quand même d'une idée qui est plus ou moins vraie, le fait que Google a tendance à vouloir déprécier le backlink parce qu'il le considère comme de plus en plus manipulé. Et on l'a vu dernièrement avec NavBoost, où il y a finalement un focus de Google sur les signaux utilisateurs plus que sur les backlinks. Est-ce que tu penses que malgré tout, il n'y a pas une part de vrai là-dedans, par exemple? Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai. Ce que je peux dire, c'est que là, il y a un vrai changement depuis que l'IA est apparu vraiment plus fortement, notamment chez Google. Là, on voit que les classements ont quand même été pas mal secoués, littéralement secoués. Et on voit que sur des classements où des requêtes où les résultats n'étaient pas forcément incroyables, ils ont rajouté une surcouche de compréhension. Et là, ils font vraiment plus le tri sur le contenu. Cependant, le moteur Google, il marche quand même d'une façon particulière qui est que, en fait, quand on fait une recherche, première chose qui est faite, c'est qu'on a quelques milliers, dizaines de milliers de résultats qui sont mis de côté de façon assez basique avec des critères basiques, avec un petit peu de sémantique, mais là, je vais parler de sémantique. Sémantique, c'est juste trouver certains mots-clés dans les contenus. On a cette première approche. Puis ensuite, il y a un second filtre qui est passé par Google qui, lui, va faire une analyse assez légère, beaucoup fondée sur le PageRank, notamment. PageRank voilà, des choses comme ça. Et ensuite seulement va arriver une brique moi que j'appelle de rustine, c'est les twiddlers, qui vont eux corriger vraiment à la marge des aberrations de classement. Par exemple, ça a consisté sur certaines requêtes, si vous faites des requêtes sur, par exemple, des choses médicales, il y a des résultats, Google sait qu'il faut pas qu'ils apparaissent, peu importe les efforts qui sont faits par les sites, parce que ce sont des mauvais résultats. Et les twiddlers permettent comme ça de faire une rustine, de dire bah ces sites-là, il faut les déclasser systématiquement sur ces requêtes-là. On a ce genre de choses. Et après, on a NavBoost qui, lui, re-rank un petit peu, mais malgré tout, le gros de la sélection a été fait avant. Donc NavBoost arrive quand même beaucoup à la fin. Et donc finalement, NavBoost a plus un effet de ceux qui ont réussi à bien se positionner à un moment, le signal utilisateur confirme que c'est leur bonne place, ou au contraire, ne le confirme pas. Mais c'est pas juste avec le signal utilisateur que ça fonctionne. D'ailleurs, on le voit dans les tests, parce que dans les tests, si on fait venir beaucoup de faux trafic sur des requêtes et sur des sites, on voit que ça monte. Mais en fait, dès qu'on arrête de faire le faux trafic, comme les sites le méritent pas, juste, on redescend tout de suite. Hmm. Ouais, c'est très temporaire du coup. Exactement. Sauf si on a un très bon site, bien sûr. Ouais. Tu parlais dans ton article de différents dangers par rapport à l'arrivée des LLM. Il y avait un danger dont tu parlais, c'était aussi
la quantité énorme de contenu qui était produite récemment. Déjà, la première question, c'est cette quantité énorme. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette quantité énorme de contenu qui est créé via des LLM, c'est un peu la continuité de ce que tu faisais à l'origine avec Your Text Guru, même si Your Text Guru, l'idée, c'était pas de produire du contenu, mais malgré tout, c'était aider les professionnels à créer plus de contenu de qualité. Et les LLM, c'est un peu la continuité de ça. Est-ce que ça marche pour toi déjà de produire du contenu à la volée comme ça avec LLM en masse? Alors, je vais peut-être répondre en 2 fois. Ouais. Le 1er truc, c'est, bon déjà, on travaille dans le SEO, ça reste, on va dire, du marketing. Ça reste quand même on fait des choses pour vendre des choses à d'autres gens, globalement, ou pour rendre visible. Donc on peut avoir une certaine éthique, malgré tout, on est dans un domaine où on essaye de vendre des choses. Ça, on va pas se leurrer, il y a quand même cet aspect-là. Donc oui, d'une certaine façon, on contribuait déjà un petit peu à ça, sauf que les LLM sont passés à une vitesse vraiment supérieure parce que, bah, on voit bien, maintenant on appuie sur un bouton et dans la journée, j'ai 10 000 textes sans problème. Ouais, avec Your Alors, Text Guru, fallait quand même partir d'une base, d'une idée, avoir commencé à crafter du contenu. sur le test Go, on est beaucoup sur l'approche, on va dire qualitative. Nous, Ouais. ce qu'on permet de faire, c'est, en fait, d'optimiser pour l'algo, qui s'appelle QBST, en fait. Pour resituer un peu, c'est un des premiers algos qui est appliqué quand on tape une requête, dans Google. En fait, la base de données de Google, de sites, est tellement énorme, de pages, c'est des centaines de milliards de pages, qu'il peut pas se permettre de faire des analyses fines sur tout. Et donc, il fait une première sélection, celle dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, la sélection est en grande partie au début faite par un filtrage très simple sur des mots-clés. Par exemple, il sait que sur le mot-clé, par exemple, couscous, il faut que dans les résultats, il y ait marqué poulet, qui est marqué semoule. Et tout de suite, il va enlever tout le reste. Et donc, en quelques millisecondes, il a réussi à enlever tous les trucs un peu pourris, en tout cas, qui sont pas des résultats attendus après par les utilisateurs. Euh, donc, il y a vraiment cette approche-là. Et sinon, pour revenir à ce que tu disais sur l'IA qui un petit peu, on va dire, lance beaucoup de contenu, est-ce que c'est un problème ou pas? Oui, c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème parce que, en vérité, on est en train d'interroger une boîte qui nous donne des textes qui, en fait, nous peut en donner une infinité. Et donc, c'est réellement un problème, sachant que c'est pas très. En fait, si on fait pas de relecture, littéralement, il y a n'importe quoi qui peut sortir de ça. Et de base, l'IA est entraînée avec des contenus hyper larges, et donc on trouve à peu près toutes les opinions. Ce qui est très bien pour représenter une certaine diversité de la société, on va dire, mais ce qui est très mauvais quand on parle de pratiques professionnelles qui sont très cadrées, on sait exactement ce qu'il faut faire en vrai. Par exemple, pour le SEO, on sait qu'il y a des choses qui marchent, on sait qu'il y a des choses qui marchent pas. Si l'IA a pris en compte des textes qui donnent de fausses informations, bah, l'IA donne une mauvaise version parfois de ce qui se passe. Donc c'est vraiment un problème de ce point de vue-là, je trouve, ça peut créer une désinformation assez vite. Même si on pourrait imaginer que, normalement, les gens qui vont publier vont relire et vont filtrer, on voit que ce n'est pas le cas. Hmm. C'est marrant parce que donc moi je suis éditeur de médias depuis une dizaine d'années et c'est vrai que pendant longtemps j'ai créé du contenu, je vais pas dire comme un orfèvre, mais vraiment avec une attention particulière. Et il y a un moment en fait où la différence d'investissement, que ce soit en temps ou en prix, pour produire un contenu de qualité, et celui pour produire des contenus via IA, euh, si tu mets en place les bons workflows, la différence est tellement importante que j'ai l'impression en tant qu'éditeur de contenu, tu peux plus en fait. Tu peux tout simplement plus faire tes contenus toi-même si tu veux rester dans la course. C'est un peu ce que tu vois aussi? Alors, d'un point de vue pragmatique, je vois beaucoup de gens qui faisaient appel à la rédaction pas très chère, mais humaine, qui eux sont très vite passés sur de l'IA, parce que effectivement les coûts n'ont rien à voir. Mais comme les contenus publiés n'étaient pas terribles, en vérité, l'IA fait mieux. Pour moins cher, donc il n'y a pas vraiment d'arbitrage. C'est triste pour les gens qui travaillaient, mais il n'y a pas vraiment d'arbitrage. Après, pour les contenus de plus haute qualité, je dirais que ça dépend où on place le curseur. Nous, on continue quand même, quand on fait un petit peu on va dire, de conseil SEO, à pousser sur des contenus très bien faits. Mais il faut vraiment qu'ils soient bien réfléchis humainement, parce qu'on parle vraiment de contenu d'ultra qualité. On peut plus se contenter de dire qu'un texte moyen, c'est un texte de qualité.
Il faut vraiment viser beaucoup plus haut et donc c'est pas toujours évident. Ça a un coût aussi et surtout que de moins en moins de gens écrivent du coup, hein. Donc ça veut dire globalement faire appel à des véritables experts du sujet, avoir derrière un process pour, relire, mettre en forme comme il faudrait, plus journalistique et cetera. C'est quand même, pas pareil. Hmm. Après, après j'ai envie de dire quand même qu'avec l'IA, nous on l'utilise quand même, hein, pour générer des textes de notre côté, et en fait, on peut réussir à générer quelque chose de très bien avec une IA, mais il y a une problématique en fait de tout à l'heure je disais l'IA elle a appris un peu de n'importe quoi et donc elle peut restituer un peu n'importe quoi. Et quand on veut la guider, c'est possible, mais du coup, il faut lui donner de la data en plus pour vraiment lui dire, bah moi là, je veux un sujet tel, je veux traiter tel sujet, mais je te laisse pas libre en fait. J'ai déjà une opinion, je sais déjà ce qu'il faut raconter, et finalement l'IA là, elle va plus être utilisée comme si on avait une espèce de personne qui écrirait pour nous. On lui donnerait nos idées, elle écrirait, et donc c'est un petit peu l'assistant pas cher, mais à qui on peut donner n'importe quelle tâche. Et voilà, c'est un peu ingrat, il fait quand même. Ouais, j'ai une méthode pas mal pour ça, parce que comme tu le disais, en fait, l'output de l'intelligence artificielle, elle dépend beaucoup de la data que tu lui donnes et de la direction que tu lui donnes. Pour la data, un truc qui est pas mal, c'est de commencer par faire un deep search avec Gemini ou ChatGPT sur un sujet spécifique. Donc, il va te produire un document, on va dire, de 20 pages avec plein de data qui va te sortir de 100, 200 différents sites, qui va réunir en un seul document. Et après, tu vas donner ce document à ChatGPT ou autre, et tu vas lui dicter euh, ton interprétation du contenu que tu veux qu'il crée. Et entre la data que tu lui donnes et ton interprétation que tu lui donnes à l'oral, en général, il arrive à faire des trucs pas mal. Tu as essayé de faire des choses comme ça? Oui, j'avoue que là, dernièrement, le deep search, j'utilise beaucoup parce que Ouais. vraiment, ça améliore réellement les résultats. Et ça va chercher des choses qu'on a du mal même à trouver via un moteur de recherche classique. Donc c'est vraiment très utile. Des fois, je l'utilise même pour trouver le meilleur prix sur quelque chose, hein. Donc, pas forcément pour écrire des articles, mais ça sert à tout. C'est aussi assez fort sur la recherche de choses plus scientifiques, on va dire. Mais pour écrire, effectivement, ça donne quelque chose. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, a- c'est après utiliser, par exemple, dicter avec de la reconnaissance, toujours avec l'IA, avec la reconnaissance de la parole. Comme ça, je regarde le deep search. Et je peux commenter en même temps, ça, j'ai pas besoin de réécrire moi-même. En fait, on écrit de moins en moins en vérité, même si à la fin le produit fini est un texte écrit. Ouais. Et donc c'est vrai que ça marche assez bien. Et tu disais tout à l'heure que tu t'étais servi du deep search pour même faire de la comparaison de produits ou de prix. Euh, la grosse actu de la semaine dernière, c'est le fait que ChatGPT commence à intégrer des cartes produits dans ses résultats. Euh, Et en plus de ça, il y a quelques leaks qui indiquent que ChatGPT va intégrer en plus l'acte d'achat directement dans ses résultats. C'est-à-dire que demain, tu vas aller sur ChatGPT, tu vas lui dire, voilà, quelle est la meilleure chaussure de running adaptée à ma situation, j'ai tel âge, et il va te sortir des cartes. Il connaît déjà ta pointure, il te connaît déjà toute toi, il va te sortir des cartes, et derrière, tu vas lui dire, ah ouais, j'aime bien celle-là, commande-la. Euh, on sait tous plus ou moins vers où c'est en train de tendre, c'est-à-dire un assistant qui fait tout cet acte de recherche, de comparaison et d'achat pour toi. Ça, c'est ce qui va arriver d'ici 1 ou 2 ans max. Quelle place il reste pour les éditeurs de contenu quand les utilisateurs ils vont être 100% habitués à ce genre d'expérience? C'est une très très bonne question. Je dirais que le similaire, c'est que on va vers l'ultra personnalisation. Et donc à partir de là, il va falloir que les éditeurs de contenu réussissent à répondre à des choses ultra personnalisées, sûrement de niche. Mais on va pas se leurrer. Si ça continue comme ça, il y a une partie des éditeurs qui vont fermer boutique, hein. C'est un peu, c'est malheureux, mais ceux qui seront pas dans le moteur, ceux qui, voilà, ou s'il y a pas assez de public, juste, ils arriveront pas à créer comme actuellement avec le SEO. On peut quoi? Ok, on veut du trafic qualifié, mais on essaie quand même d'amener des masses de gens qui, à la base, sont pas forcément intéressés. Ça va être beaucoup plus dur avec les LLM, hein. Hmm. Moi, tu vois, mon analyse, c'est que donc ces LLM aujourd'hui, c'est des moteurs de réponse. Ils répondent à des questions de l'utilisateur. Et ce qu'ils ne font pas forcément bien aujourd'hui, c'est d'être des moteurs de proposition, de te proposer directement du contenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
tu as des solutions comme Google Discover qui explosent ou TikTok, Insta et autres. Et je pense que les éditeurs, en termes de création de contenu qui va servir à répondre à des questions, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Par contre, les éditeurs, euh, en termes de création de contenu prêt à être découvert via des flux, ça, c'est quelque chose qui va exploser. Parce que c'est quelque chose que les LLM, pendant un bon moment, ne vont pas faire. Avoir cette créativité pour te proposer quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. Le truc, c'est que ça soit Google Discover ou les réseaux sociaux, dans ce cas-là, on parle plus vraiment de SEO. On parle d'autres méthodes, mais il y a toujours un intérêt. Tu vois, il y a quand même toujours un travail qui est proche du SEO, par exemple pour Google Discover. Mais je pense que le métier de production de contenu au niveau réponse à des requêtes utilisateurs, c'est quelque chose qui risque de pas durer encore très longtemps. Ah, je sais pas, moi je suis pas convaincu, parce que ce que tu décris ressemble beaucoup à TikTok par exemple, ou Ouais. ou Instagram, ou ce genre de truc, où on est exposé à de la vidéo, parce que ça finira par être de la vidéo, hein. C'est ça que ça veut dire. Entre la vidéo et le texte, les gens, ils ont choisi, hein, ça sera la vidéo. Donc ça existe déjà, littéralement. Les algos de reco marchent quand même assez bien, et objectivement, on regarde des choses qui en vrai ne nous intéressent pas. C'est- Donc, à la fois, j'espère que ça va pas se diriger vers ça parce que je trouve que c'est un peu dommage. Et puis en même temps, je me dis, les LLM sont une techno bien plus forte que juste faire de la recommandation. En tout cas, je l'espère. Après, Hmm. je dis pas que t'as tort, mais voilà, j'espère que ce sera pas le cas. Et toi, en voyant justement du coup ces évolutions dans les usages, quelqu'un qui se lance soit en tant qu'éditeur de site, soit dans le SEO aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui recommandes? D'ailleurs, tu proposes beaucoup de formations aujourd'hui à des gens qui veulent se former au SEO. Dans quelle direction tu les pousses pour apprendre finalement des choses qui vont être utiles dans 6 mois, dans un an? Actuellement, il y a une grosse inconnue justement sur ce qui va être utile, parce que ça change tellement vite. Voilà, toutes les semaines, il y a 2 ou 3 nouveautés chez tous les gros vendeurs de LLM, donc c'est incroyable. Honnêtement, c'est dur de suivre. D'ailleurs, ça crée une anxiété parce qu'on rate des choses forcément, et on se dit tiens, à quelle sauce on va être mangé après-demain. Et c'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Il y a des business entiers qui s'étaient lancés en utilisant des LLM derrière en API pour proposer des fonctionnalités qui maintenant sont intégrées directement. Donc autant dire eux aussi, et voilà. Vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut changer du jour au lendemain. Euh, mais malgré tout, quand je forme les gens ou que je les conseille, ou voilà, moi, actuellement, ce que je dis, c'est que les LLM, quand même, et de plus en plus, utilisent la recherche en arrière-plan. Et donc, malgré tout, les fondamentaux de la recherche sont toujours utiles pour espérer apparaître dans le LLM. Parce que, voilà, si le LLM lance une recherche sur Google, bah, il faut être quand même dans les meilleurs résultats pour espérer être cité à ce moment-là. Donc, il y a cette partie vraiment recherche pure, ça marche toujours, faut toujours le faire. Après, il y a la partie dataset du LLM, et donc le corpus utilisé pour l'entraînement. Là, c'est un petit peu différent. Il y a 2 options. Il y a celle où littéralement il faut multiplier la présence partout sur Internet pour espérer être cité partout. Et imaginons, on arrive à être cité dans 10 000 documents. Il y a des chances qu'on finisse dans le LM à une bonne place, alors que si j'ai juste une page qui parle de moi, je vais sûrement être mis de côté. Donc il y a vraiment donc c'est plus du SEO, on va dire, compliqué, parce que c'est pas du SEO qui consiste à être premier. Là, c'est du SEO qui consiste juste à dire il faut être visible en mettant partout, mais absolument partout. Et puis après, au niveau malgré tout des datasets, là, on a vu avec le procès pour Google, là, euh, que Gemini, par exemple, était entraîné sur des datas, donc sur des pages web en partie, qui, elles, pour les sélectionner, prenaient en compte des métriques SEO, en fait. Donc, ça reste quand même intéressant, manifestement, pour Google, il faut être bien positionné dans Google pour à la fois espérer être bien dans les premiers résultats, même pour le LLM, et en même temps pour vraiment la connaissance de base du LLM dans le corpus. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça marche assez bien manifestement parce que quand même, le dernier, le Gemini 2.5, quand même, il est pas mal. Justement, c'est marrant, tu parles des leaks de Google. J'ai vu que tu proposais une formation dédiée à ce sujet. Pour toi, c'est quoi les éléments les plus marquants qui sont ressortis des leaks ces dernières années sur Google?
Ah bah le tout premier, ça va être peut-être évident en le disant, mais c'est que Google a menti pendant des années, littéralement. Voilà. Le truc le plus évident, c'est sur les clics. Ils ont dit pendant des années que les clics des utilisateurs étaient pas du tout pris en compte, ça servait à rien. Et en fait, à la fois dans les leaks et dans les témoignages du procès contre Google pour l'antitrust, ça en parle partout. Et c'est amusant parce qu'à un moment, il y a un témoignage qui dit OK, on disait que les clics n'étaient pas pris en compte, mais bon, tout le monde le savait, donc on mentait pas vraiment. Voilà. C'est quand même une approche particulière. Ok, la Donc leçon, ne ça, pas faire confiance à Google, première leçon. c'est ça. Mais c'est intéressant parce que les SEO encore sont beaucoup à relayer ce que dit Google à tous les jours. Et pourtant, tout en sachant que c'est faux. Donc c'est un peu en relais quand Google dit quelque chose qui confirme ce qu'on pense. C'est un peu ça. Il y a un biais. Mais bon, après, la deuxième chose aussi, c'est vraiment sur comment fonctionne Google. Moi, j'ai quand même été surpris de ce millefeuille. Ils commencent à faire un premier tri des pages, puis un second, puis un troisième parmi ça. En fait, ils ont vraiment une approche très, on va dire, j'ai envie de dire ingénieur, c'est-à-dire, il faut résoudre un problème. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Et ils se sont rendus compte que quand ils faisaient des algos très bien, scientifiquement au top, bah, en fait, c'était pas assez. Et plutôt que de reconsulter les scientifiques pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, ils se sont dit, bon, bah, on remet une surcouche pour corriger en fait ce qui va pas. Donc ça, je trouve que c'est assez pragmatique. Et je suis pas sûr que tout le monde aurait osé faire ça parce que ça, d'une certaine façon, ça manque d'élégance, mais c'est très efficace. Et puis après, au niveau des algos purs et durs, bah, je pense que le principal truc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est NavBoost, bah, qui est relié au clic, hein. C'est vraiment, il y a un vrai gain au trafic et le trafic devient de plus en plus important dans une stratégie SEO maintenant. Ça fait la différence entre des liens pas cliqués, des liens cliqués, ça change vraiment les choses. Ouais, ça, on a un épisode dédié au sujet NavBoost qu'on va publier la semaine prochaine. Donc, quand on sortira ton épisode, il sera déjà publié. Mais pour ceux qui le découvrent, du coup, NavBoost, c'est un des outils de Google qui lui permet de mesurer les interactions utilisateurs avec un site. Et en fait, c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, Google a menti. Et en effet, sur ce sujet, il a tellement nié pendant longtemps qu'il faisait ça, suivre les interactions utilisateurs, que quand tout le monde a découvert qu'en fait, il le faisait complètement depuis de nombreuses années, en fait, bah, c'est une raison de plus de ne pas du tout faire confiance à Google. Est-ce que tu peux préciser, pour ceux qui connaissent pas NavBoost, comment ça fonctionne? Donc NavBoost, quand tu dis ça fait longtemps, c'est 2005 apparemment la date première mise en place de NavBoost. Ok, NavBoost dans le 20 ans, quoi. concept, c'est assez simple dans le concept. Si on s'attache vraiment à la définition de NavBoost donnée dans les témoignages, parce qu'il y a un truc un peu flou parce que dans les témoignages du procès, en fait, il y a des documents par exemple qui concernent les clics. Il y a 3 lignes on comprend que ça concerne les clics. Et puis après il y a 6 pages et tout est noirci parce que c'est secret d'entreprise et donc on n'a pas accès à cette info et c'est bien dommage. Donc ce qu'on sait, on va dire, des positions officielles, c'est que NavBoost, c'est vraiment monitorer les clics dans la SERP, donc dans Google, pour voir sur quelle page on clique. Après, on pourrait l'extrapoler parce que malgré tout, Google a aussi Chrome et donc ils ont aussi des données d'utilisation sur les sites eux-mêmes. Et c'est de la donnée qu'ils utilisent puisque dans les leaks, on voit des choses qui parlent d'impression Chrome, etc. Donc il y a tout un tas de trucs. C'est un peu emmêlé. Il n'y a pas de nom officiel sur le reste. On peut être tenté de dire c'est dans NavBoost ou pas. Au début, moi, je disais que c'était dedans. Maintenant, je fais la séparation en disant officiellement, c'est à côté. Donc, voilà, on va dire que c'est juste à côté. Mais bon. Et donc, NavBoost, qu'est-ce qu'on fait? Bah, globalement, j'ai appliqué en tant que Google, j'ai appliqué tous mes algorithmes. J'ai un résultat de SERP qui devrait être tel qu'il est. Mais au lieu de l'afficher comme ça à l'utilisateur, je regarde les signaux NavBoost. Et en gros, par exemple, imaginons le troisième site est beaucoup plus cliqué que le premier. Et ben à un moment donné, je décide que le troisième site, il passe premier. Littéralement. Et donc dans l'absolu, c'est pas très compliqué. Ce qui rend les choses très compliquées, c'est que pour faire ça, apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est marqué partout, c'est 13 milliards, pardon, pas 13 milliards, 13 mois de données utilisateurs qui sont stockées. Donc,
quand même beaucoup d'utilisateurs vu le trafic sur Google. Ça a l'air d'être 1 milliard de clics par jour ou quelque chose comme ça. Donc après, parce que là je dis on clique plus, ça passe devant. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a du machine learning, donc ça veut dire que derrière, il y a des grosses infras pour faire ça. Google peut le faire parce qu'ils ont un gros volume de données, donc ils peuvent mettre à jour les résultats souvent. Bing, par exemple, peut pas le faire aussi bien parce que juste, ils n'ont pas assez de trafic. Et donc, même s'ils mettent à jour pareil, bah, ils ont la difficulté que la data est trop périmée ou en tout cas, il y en a pas assez pour que les résultats soient assez probants. Donc, ils ont un vrai avantage concurrentiel grâce à ça. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu du procès qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ok. Et j'imagine aussi que avec l'apparition des LLM, donc vous avez intégré l'LLM dans vos outils existants. euh, Quels sont les outils les plus originaux que tu as vus qui utilisent les LLM pour améliorer le SEO des sites? Et qu'est-ce que tu utilises, toi? En dehors de tes propres outils, hein. Bien sûr. J'ai pas vu d'outils vraiment originaux pour le SEO. Ce que j'ai, parce qu'en finalement, c'est plus de l'industrialisation de ce qui marchait. Euh, j'ai vu des choses originales, mais qui en gros demandaient à ChatGPT, par exemple, fais-moi telle tâche SEO. Sauf que le résultat était pas terrible. Donc, je suis un peu embêté avec ça. Ouais. Ceux qui marchent bien, ils injectent de la data pour voilà, parce que quand on dit à ChatGPT je travaille sur telle thématique, donne-moi une liste de mots-clés à travailler, en fait il les sort un peu de son chapeau. Ça a l'air véridique, mais quand on fait la même chose de son côté sagement, bah on n'a pas les mêmes. Donc c'est un peu compliqué. Mm. Donc je dirais que il y a cet effet un peu compliqué où entre ce qu'on demande et ce qu'on obtient vraiment, c'est différent. Mais donc, du coup, moi, j'ai peu regardé ce genre d'outils. J'ai plus regardé un peu ce que font les collègues et confrères. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est plus une automatisation de ce qu'ils faisaient. Par exemple, ça va être un audit à écrire. Bah, ils font la partie technique qui déjà peut s'automatiser pas mal. Et maintenant, on peut écrire la rédaction. On peut automatiser la rédaction. C'est ce qu'on pouvait pas faire à une époque. Donc c'est plus ce genre de gain qui va être pris pour les métiers du consultant. Et après, sur les sites eux-mêmes, il y en a qui commencent à faire des expérimentations avec du Edge SEO, c'est-à-dire ils intercalent une couche devant leur site qui va analyser tout le trafic, qui va analyser les contenus, et ils arrivent à mettre en relation et que ça s'auto-adapte avec l'IA. C'est très expérimental, mais peut-être qu'on finira par avoir des sites complets où on installe une solution et genre ça s'optimise tout seul en continu pour le SEO. Peut-être ça arrivera. Pour l'instant, j'en ai pas vu qui était 100% fonctionnel, mais il y en a qui font des tests. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Hyper intéressant comme point de vue. Si des auditeurs qui nous ont écoutés voudraient soit te suivre, soit suivre tes formations, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je suis encore sur X, donc @gperonet sur X, Ok. euh, un peu sur Blue Sky, mais ça, malheureusement, ça prend pas autant qu'on voudrait Blue Sky, donc Ouais. on est un petit peu embêté. J'ai essayé quelques mois, Voilà, puis j'ai pas tenu. c'est un peu pareil, donc c'est compliqué. Sur LinkedIn, bien sûr. Ok. C'est là où je poste le plus de choses professionnelles, on va dire. Et puis après, voilà, faut pas hésiter à m'interpeller là où, ici et là. J'essaye de répondre au mieux possible. Allez, super. Merci Guillaume, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi.